c'est sûr que au Contamine, ça va déjà pas très bien, donc ouais, c'est compliqué après attaquer le col du Bonhomme, bah c'est encore pire quoi. Et là vraiment, ouais, je m'arrête aussi pour des pauses sanitaires, on va dire, et puis là dans la montée, ouais, c'est un peu l'enfer quoi. Il y a tous les coureurs qui te doublent, qui t'encouragent. Moi j'avais mis ma veste de pluie parce que voilà, j'étais pas bien. Et donc même s'il faisait chaud, bah là j'étais vraiment une allure réduite, et puis voilà, c'est les chemins de croix qui commencent. Ça tombait bien parce qu'on allait à la Croix du Bonhomme, donc mais ça a été long. Pour la petite anecdote, en fait, hein, au Chapieux, il n'y a pas de réseau. Mon coach, en fait, justement, en vue des mondiaux, avait envoyé un SMS à ma femme en me disant d'arrêter là, quoi, de bâcher la course. Elle l'a pas eu, donc elle me l'a pas dit non plus. Elle me dit qu'elle l'a pas eu. Et puis après à Courmayeur, bah, vu que j'avais remonté, là, il n'est plus question d'arrêter. Et mon coach était d'accord avec ça, de continuer la course, quoi, forcément. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course épique, les 3 meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Actualité brûlante oblige, nous allons évoquer dans ce nouvel épisode la reine des courses de cette fin août sur la planète Ultra, l'UTMB. Pour nous faire vivre sa course épique sur les sentiers de l'UTMB, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le talentueux et expérimenté trailer français, Ludovic Pommeret. Ludovic va nous raconter dans cet épisode son UTMB 2016 de légende qu'il a vu connaître un très délicat trou d'air sur cette course qui ne lui réussissait que peu jusqu'alors, pour mieux retrouver de sa superbe au fil des kilomètres et signer un retentissant exploit qui fait encore régulièrement parler de lui 5 ans plus tard. Partez avec moi à la rencontre de Ludovic, un coureur à la parole authentique, doté d'une extrême humilité, et vous l'entendrez au seul timbre de sa voix, qui a le sourire constamment aux lèvres. J'ai passé un super moment avec lui, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Ludovic va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, la remontada. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Ludovic, je suis ravi de te recevoir dans ce 43e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Salut Guillaume, tout va bien, ça va. Journée terminée, et puis maintenant... Donc tu travailles ? Non, je travaille pas, mais bon, voilà, je me suis quand même occupé, quoi. J'ai fait un petit peu de mécanique, du bois, enfin voilà, un peu de course à pied. Voilà. On s'occupe, quoi. Il faut Là, bien. je suis en vacances jusqu'à l'UTMB, en fait. Parfait. Ludovic, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, Ludovic Pommeret, donc faut que je dise dans le bon sens, j'ai une femme et 2 enfants. Hein. Faut ménager les susceptibilités. Ouais, j'ai 2 filles, du coup, en fait, qui ont 19, ouais, qui sont grands, qui ont 19 et 17 ans. Et voilà, je vais quand même dire mon âge, j'ai 46 ans, voilà, cette année. Et voilà, donc je suis informaticien, enfin voilà, ingénieur en informatique. Je travaille pour le contrôle aérien suisse, Sky, donc en temps complet. Est-ce que tu pourrais nous parler, Ludovic, de la place que tenait le sport dans tes jeunes années ? Est-ce que tu avais un sport de prédilection quand tu étais enfant puis ado ? Ça a été quoi tes premiers pas dans le sport ? Ouais, les sports, j'ai pas trop fait de sport d'endurance. Quand j'étais jeune, j'ai plutôt fait des sports de glisse, quoi, des sports un peu plus fun, on va dire, avec du snowboard, la planche à voile, windsurf, voilà. Tu vivais où à ce moment-là ? J'en faisais où? Oui, tu vivais dans les montagnes ? Ouais, alors chez mes parents, à Valois, en fait, donc Valois-Galibier. Donc là pour le snowboard, et puis après on bougeait un peu l'été pour aller faire de la planche à voile, ou aussi pendant mes études, comme j'ai étudié à Grenoble, les spots autour de Grenoble qui sont Lafray et Monténard, quoi.
connu des planchistes, quoi. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment la course à pied, et notamment le trail, a fait éruption dans ta vie? Est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat ou est-ce que ça a été une évolution assez progressive vers la discipline? Non, ça a plutôt été une évolution. Disons que c'est plutôt avec mes beaux-frères en fait qui faisaient de l'athlétisme, qui m'ont un petit peu branché pour aller faire des courses par là. Il y avait à cette époque quelques courses de montée sèche en fait, où il y a des petites montées qu'il fallait aller à un refuge ou voilà un truc comme ça. Et puis c'est un petit peu comme ça qui m'ont lancé. Voilà. Parce Ça que, c'était quoi au début des années 2000, c'est ça? Ouais, ouais à peu près, un petit peu avant peut-être. Ouais, début des années 2000 quoi. Et voilà, la toute première course que j'ai faite, c'était monter un refuge au-dessus de là où j'habite maintenant, en fait. la semaine, disons que ma vie est un petit peu compliquée, mais la semaine j'habite à côté de Genève, près de mon boulot. Et puis le week-end, on est plutôt en Savoie, en fait, au-dessus de Modène. Et voilà. Donc ma première course, c'était ici en Savoie, et pour monter à ce refuge, quoi. Et voilà. Et ça t'a plu? Ça a été un coup de cœur? Non, pas coup de cœur parce que bon, c'est quand même dur, hein, la course à pied. C'est un peu, c'est vrai c'est quand même, on a des moments difficiles. Là, moi, j'avais zéro entraînement et puis voilà, j'avais battu mes beaux-frères qui étaient plus jeunes et qui faisaient de l'athlé. Ça les avait un petit peu énervés, mais bon, voilà. Après, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Après le trail, vraiment est venu plus tard aussi avec un défi que je voulais me lancer avec une course qui existait, qui partait de Valloire et voilà, qui n'existe plus, hein, qui n'a pas duré très longtemps. Et je m'étais lancé un petit peu. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé le trail aussi, de lancer le défi de faire cette course. Et je me suis inscrit et je me suis cassé les dents. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Tu as un palmarès qui est en trail qui est très impressionnant. Pour en citer uniquement quelques lignes, tu as gagné le trail Verbier-Saint-Bernard en 2011, la Maxi Race en 2016. Tu as également fini deuxième de la Diag en 2009, 2014, puis 2019. Je risque d'être essoufflé en lisant tout ça. La liste est très longue. Tu as été cinquième des championnats du monde de trail en individuel en 2016 au Portugal, en 2018 en Espagne, également troisième par équipe en 2018 à ces mêmes championnats du monde. Et tu as brillé à l'UTMB 2016, mais ça, tu vas nous le raconter plus en détail plus tard dans cet épisode. Hormis cette UTMB 2016, donc, est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou deux courses qui ont été particulièrement marquantes dans ta vie, qui ont peut-être opéré une bascule? Tu me parlais d'une course, la Valloire. Est-ce que des courses peut-être sur lesquelles il y aurait eu un déclic ou peut-être des rencontres? Voilà, est-ce qu'il y a eu des moments très marquants de ta vie sportive? Bah, donc, du coup, c'est l'origine, c'est un petit peu cette course, en fait, hein, qui s'appelait la Fortige et qui était déjà une course avant c'était dans les années 2000, ça devait être 2000, en fait. Qui était un petit peu en avance sur son temps. Disons qu'il y avait à cette époque, il y avait un peu la Diag qui était connue pour une course un petit peu dingue d'ultra. Et bon, là, c'était une course qui faisait 106 km et 7500 de dénive, quoi. Et voilà, moi je m'étais inscrit en marcheur parce que j'avais pas de prétention de faire ça en courant parce que j'avais aucune, voilà, je faisais pas vraiment de sport d'endurance, quoi. Qu'est-ce qui te faisait envie sur cette course? Le défi, et puis que ça part de Valloire, en fait, de mon village. Et voilà, de se dire, est-ce que je peux y arriver? Et j'ai eu la réponse. J'en ai fait 60, non, je peux pas y arriver. Donc, c'est un petit peu là, j'ai commencé un petit peu à m'entraîner aussi avec mes beaux-frères. On a commencé à faire quelques trails pour toujours en fait dans l'objectif d'aller peut-être finir cette course en fait. Et puis cette course en fait, elle a disparu. Et il y a eu un petit peu une remplaçante qui est arrivée, qui s'appelait l'UTMB, en 2004. Donc voilà, on s'est inscrit aussi pour le défi en fait, pour faire une course où les métriques nous paraissent un peu folles et dire si on peut y arriver ou pas, quoi. Est-ce que tu as laissé tes beaux-frères finir devant toi quand même certaines fois? Est-ce que tu as préservé l'équilibre familial? On a fait quelques courses où voilà, on courait ensemble. Et puis non, ça, et puis même sur les deux premiers UTMB 2004-2005 que j'ai essayé de faire, c'est pareil, hein, à chaque fois je me suis pris une claque, hein, donc c'est pareil, on n'avait pas fini tous les deux avec mon beau-frère, donc voilà, c'est un petit peu comment apprendre, c'est ce qu'on dit en fait, de pas commencer par les longues courses, c'est exactement ce que j'ai fait, hein, parce que c'était le défi, et puis voilà, après pour se dire peut-être que pour y arriver je vais réduire un petit peu, commencer avec d'autres courses pour gagner un peu d'expérience, et voilà, c'est un petit peu comme ça
voilà, que je suis tombé dans le trail. Dans la marmite. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection, sachant que l'ultra, de ce que j'ai compris, n'est pas nécessairement le format que tu chéris le plus? Qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui comme distance? Tu aimes varier les distances et les formats? Ouais, disons que je suis catalogué un petit peu maintenant, enfin depuis 2016 surtout, comme un ultra trailer, mais au final j'en ai pas fait énormément et j'en fais pas souvent dans l'année en fait. Quand j'en ai fait un voire deux, c'est plus de 100 km, c'est le maximum. Donc ouais, j'aime bien varier. Bah disons que l'hiver, je fais aussi du ski alp, donc c'est souvent des trails blancs, des distances un petit peu plus courtes. Et puis varier un peu les distances aussi, puisque ce qu'il y avait avec l'équipe de France, c'est quand même des formats qui sont un peu plus courts, même si on allait en Espagne jusqu'à 90 km, donc ça commence déjà à être un petit peu long. Mais voilà, c'est une préparation aussi un petit peu pour les ultras, mais c'est aussi en fait un format de course qui est particulier, parce que aussi sur des marathons, mais voilà, on peut pas, on met pas la même intensité sur un ultra qu'on va mettre sur un marathon ou sur des courses plus courtes. Alors maintenant, très court, ça commence à devenir compliqué, disons en dessous de 20 km, ouais, ça c'est compliqué pour moi pour le moment de garder un petit peu de performance, quoi. Mais ouais, c'est les formats que j'apprécie le plus, disons pour le moment, c'est autour de 80, ouais, 70-80 km, où il y a peut-être quand même de l'endurance et puis un petit peu quand même aussi du mental qui rentre en jeu, enfin comme dans toutes les courses, hein, mais voilà, ouais, c'est un format qui, disons, c'est un format qui nous permet d'en faire quand même quelques-uns dans l'année, quoi. Et hormis le format, justement, quels sont les critères? Qu'est-ce qui détermine en fait ton planning de course sur l'année? Comment tu vas faire tes arbitrages entre les différentes courses? Comment est-ce que tu structures une année? C'est une bonne question. Ça va aussi un petit peu au gré des invitations que je reçois, des courses voilà, que j'ai jamais faites ou que j'ai envie de refaire, ou voilà, ou alors qui sont devenues un petit peu des habitudes, ou qui se placent bien par rapport aussi à la fin de ma saison d'hiver. Donc ouais, c'est pas tellement j'ai pas tellement de règles pour définir quelle course. L'année dernière, voilà, ça a été compliqué, comme tout le monde. Donc les courses, c'est surtout celles qui avaient lieu, celles où on pouvait participer. Et voilà, je suis allé sur un format des Golden Trail, alors que c'est vrai que c'est pas des formats où je suis trop habitué à faire, mais voilà, c'était l'occasion d'y aller. Et puis je suis content de l'avoir fait, quoi. Même si j'ai bien ramassé. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la pratique de la course à pied et du trail aujourd'hui? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Et puis, est-ce que le sentiment que ça te procure et le bénéfice que tu y vois, est-ce qu'il a évolué avec le temps aussi depuis le début des années 2000, on en a parlé? Est-ce que tu cours pour les mêmes raisons? Alors, moi, j'ai commencé à courir un petit peu, non, pour des raisons qui vont être aussi, pour faire un défi, comme ça, hein, de faire une grande course. Mais aussi, en fait, pour pouvoir manger un peu ce que je voulais, voilà, petit peu tendance, disons, à prendre un peu de poids, donc c'était aussi une activité qui se mettre des objectifs de course comme ça permettait de faire des entraînements puis de garder un effort en fait physique qui permettait de garder une ligne, on va dire. Après quand ça commençait à marcher un petit peu, c'est vrai que l'objectif il change un petit peu. Maintenant, c'est plus de garder la ligne. Maintenant, j'ai pas. Enfin, il faut quand même la garder. Maintenant, j'ai pas trop envie quand même de me mettre des contraintes par rapport à ça sur la diététique. Peut-être qu'il faudrait plus, mais voilà, j'ai pas envie non plus de perdre un petit peu en fait ce petit plaisir de la vie de manger, de faire de certaines choses pour être 100% dédié à la course. Donc les objectifs maintenant, c'est vrai que ça a changé un peu parce que c'est vrai qu'on est plus axé sur la performance que quand on débute. Je pense qu'on a envie de faire du mieux qu'on peut, mais on va pas chercher à être dans les têtes de course. Et c'est vrai qu'après, quand on évolue un peu, qu'on rentre, c'est un grand mot à me dire le haut niveau, mais voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. C'est vrai qu'on a envie de performer et puis de se préparer au mieux pour les courses. Dans le passé, disons que je faisais beaucoup de courses parce que je faisais peu d'entraînement, beaucoup de courses. Et voilà, maintenant je suis un petit peu plus structuré avec Philippe. Je fais moins de courses et un peu plus ciblé. On essaye d'être un petit peu plus performant sur ces objectifs-là. Philippe, c'est Philippe Propage. Est-ce que justement tu peux nous parler de ton entourage aujourd'hui, l'équipe qui t'entoure?
Qui est-ce qui est à tes côtés? Alors voilà, Philippe Propage, on a commencé quand je suis tombé un petit peu dans l'équipe de France par hasard. Voilà, parce que mon club voulait, j'avais un club d'athlètes et puis il voulait qu'on aille faire les championnats de France, donc pour essayer d'avoir une médaille par équipe. Et voilà, bon, c'était en 2014 et il se trouve que je terminais troisième. Il y avait 2 places ouvertes pour l'équipe de France. Et comme l'année d'après c'était en France, ils ont pris quelques personnes en plus, dont j'en ai fait partie. Et du coup, quand j'ai eu cette sélection, un petit peu tard, je me suis réveillé un mois avant. J'ai demandé, voilà, si Philippe pouvait m'entraîner. Et depuis, c'est devenu mon entraîneur et voilà, j'en ai pas changé, quoi. Donc Satisfait. ça, c'est ouais, Concluant. Ça a été concluant. Regarde tes résultats. voilà, satisfait. Et puis après, mon entourage, non. Après, mon entourage, c'est ma famille, c'est ma femme qui me suit sur les courses. Et voilà, j'ai pas de coach pour tout, quoi, pour la diététique, pour pour le mental ou de kiné attitré ou d'ostéo. Donc non, ouais, j'ai un coach, c'est tout. Et avec Oka, les relations, enfin tu collabores aussi avec eux. Comment ça se structure votre collaboration? Voilà, Oka, donc c'est un partenaire, c'est un sponsoring qui m'aide à faire une année en fait, à financer aussi les déplacements, etc. Donc il nous offre déjà tous les équipements, etc. Mais il n'y a pas vraiment de structure, disons, pour faire des entraînements. C'est pas Oka qui planifie nos entraînements ou il peut y avoir quelques fois en fait des training camps où on va se retrouver, faire des entraînements communs. En principe, c'était une fois par an. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est pas Oka qui structure ou qui me trouve en fait un kiné ou quelqu'un à suivre. C'est vraiment à nous de nous débrouiller. Pareil en fait en équipe de France. Hein, donc pendant la période de stage, souvent avant les championnats, il y avait une période de stage. Là, on est avec les kinés, on a un suivi, on a les massages suite aux entraînements. Donc c'est vrai qu'on est un peu plus niveau professionnel. Enfin, on fait des entraînements plus professionnalisés, mais ça reste ciblé sur la période de stage. Même si jusqu'au championnat, on peut avoir des suivis à distance, voire si nécessaire avec voir les kinés de l'équipe, quoi, kinés ou médecins, quoi. Ludovic, je sais pas si tu as un miroir à côté de toi, c'est le moment en tout cas, si tu en as un, de te regarder dedans pour un petit autodiagnostic. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et les points sur lesquels tu as encore des perspectives d'amélioration ou sur lesquels tu penses qu'il faut travailler un peu plus pour toi? Comment est-ce que tu t'auto-évalues à la fois d'un point de vue physique et puis mental? Ouais, alors mental jusqu'à maintenant, je pense que j'étais assez fort. Là, disons que peut-être que si aussi l'âge, peut-être un petit peu, ouais, d'avoir fait pas mal de courses. Maintenant, des fois c'est un petit peu plus difficile pendant les courses de trouver les ressources mentales pour aller au bout. Donc peut-être que là c'est ça pourrait être un point en ce moment à travailler. Ça j'ai déjà mentionné tout à l'heure un petit peu la diététique. Je pense que ça serait un axe, mais j'ai à travailler, mais où j'ai pas forcément envie. Et puis aussi, ouais, peut-être aussi la préparation physique générale que je fais pas du tout. Voilà, ça pourrait être un axe de développement. On va dire dans les points forts, c'est de pas avoir trop de points faibles en fait. C'est surtout ça. C'est Polyvalent. voilà, d'être polyvalent en fait, aussi bien en montée, en descente sur le plat. Disons avant Philippe, j'étais meilleur, on va dire, peut-être meilleur en montée, descente. Maintenant, je suis plus polyvalent et puis voilà. Avant, j'avais vraiment une faiblesse au niveau du plat. Maintenant, si je reste pas un coureur rapide en fait comparé à certains, mais voilà, c'est un peu plus polyvalent, on va dire. Je pense que c'est ce qu'il faut la plupart du temps pour les courses, quoi. Tu l'as évoqué, Ludovic, tu seras présent sur l'UTMB qui est dans quelques jours à l'heure à laquelle nous enregistrons cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation ces derniers mois et dernières semaines? Comment ça s'est passé? Ouais, alors la préparation, c'est assez classique en fait. Alors il n'y a pas eu d'habitude, j'ai peut-être un peu plus de courses de préparation. Là, il y en a pas eu énormément. Disons que on a chargé un petit peu en fait sur fin juillet, voilà, début août,
pour avoir le volume un petit peu. Hein, il n'y a pas de secret. Je pense que pour faire une course qui fait 170 km, on va pas essayer 22-24 heures. Hein. Voilà, il faut quand même l'habituer un petit peu le corps et charger un petit peu avant ça. Donc voilà. Après c'est continuer. Enfin habituellement, mon coach me met 2 séances par semaine, souvent avec une séance de plat, une séance de côte. Voilà, ça a continué, mais avec en plus à côté un petit peu plus de sorties longues, quoi, sans être très long. Disons que là j'ai fait des 4-5 heures, mais pas beaucoup plus. On a fait un petit bloc d'entraînement qui a été assez bénéfique là avec Compressport aussi, où on a fait la reco du parcours en 4 jours. Donc ça fait déjà des bonnes étapes 4 jours de suite. Et voilà, ça faisait un bon petit bloc d'entraînement aussi. Tu te sens affûté et assez serein à l'approche de cette UTMB? Ouais, assez serein. Ouais, autant qu'on puisse l'être. Être serein, se dire je vais être à l'arrivée, c'est toujours compliqué sur une course aussi longue. Bien sûr, ouais. Mais avoir le sentiment d'avoir en tout cas fait ce qu'il fallait. Ouais, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. J'arrive pas dans une méforme. Voilà, quelques petites douleurs lancinantes, un genou, voilà, deux, trois petites douleurs tendons, mais je pense que ça va, ça ira. J'espère voir le bout, ce sera le premier objectif déjà. Après Merci beaucoup pour cette introduction, Ludovic. On va passer maintenant à notre basket chinoise, qui est un format de portrait chinois version sportif. La première des 3 questions de cette basket chinoise: si tu étais un personnage fictif, qui serait-il? Personnage fictif, Kylian Jornet? Ah non, c'est pas un personnage fictif. Ouais, je pensais que c'était un extraterrestre, mais non. On peut se poser la question, effectivement. Non, alors peut-être prendre pour un comics sur un comique. Je parle pas Pas d'un humoriste. Un humoriste, hein, mais Flash, on va dire. Hein, pour les coureurs, c'est pas mal. Ça peut aider. Si tu étais un animal, lequel serait-il? Ouais, il y en a pas mal que j'aimerais être. Hein. Un animal qui pourrait voler, ça pourrait être pratique certaines fois. Mais je pense que voilà, j'aime bien aussi être en montagne. On pourrait être chamois. Vu leur performance, quand on les voit se tirer la bourre, j'ai pu voir ça quelques fois en fait, des chamois qui s'amusaient entre eux. C'est assez impressionnant quand même. Donc ouais, ça pourrait être pas mal, chamois. Dernière question de cette basket chinoise: est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a une source d'inspiration particulière pour toi? Alors en fait, ça fait un moment comme on en a parlé un petit peu avant, hein, que je fais du trail, donc c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Disons qu'à une certaine époque, justement, c'était les personnes qui étaient les stars du trail. Et quand j'ai commencé, c'était plutôt Dawa Sherpa, Vincent Delbar, enfin voilà, des personnes qu'on voit moins maintenant, c'est vrai. Et maintenant, il y en a d'autres qui ont pris les relais. Il y a différentes personnes qui sont inspirantes, certains par leur longévité en fait dans la course. Donc ça c'est quelque chose, c'est vrai, que j'apprécie. Puis d'autres pour leur performance. C'est vrai que Kylian, je pense qu'il inspire pas mal de personnes parce que notamment il peut s'aligner sur plein de formats différents. Et c'est assez impressionnant, c'est de pouvoir courir des 20 km ou des KV, même si c'est vrai que maintenant il y a des personnes qui sont plus rapides que lui sur KV, mais voilà, de pouvoir aller de 20 à 170, ça c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable, quoi. Surtout à son niveau, parce que 20 à 170, il est quand même toujours sur les têtes de course. Donc, ouais, et puis en termes de longévité, ça commence à faire un petit moment malgré tout là. J'ai l'impression qu'il est éternellement jeune, mais ça fait quand même vrai, une bonne dizaine d'années qu'il est dans le paysage. On voit récemment Ferzinal encore, voilà. Mais il y a des plus jeunes qui arrivent, mais pour l'instant, ils ont pas encore dépassé le mètre, quoi. Merci Ludovic. Le moment est venu de parler de ta course épique, l'UTMB. Quelques mots introductifs pour présenter cette course, s'il était nécessaire de le faire. Chaque année, le gratin du trail mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des courses les plus prestigieuses du calendrier annuel, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Traversant 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse et 9 communes, l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours d'environ 170 km, faisant le tour complet du Mont Blanc. La course emprunte le GRTMB et propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres. Véritable institution du trail running, l'UTMB est devenue au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleures coureuses et coureurs internationaux.
mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance ultime. Pour les coureurs élites, le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et de 25 heures chez les femmes. Pour certains amateurs en revanche, il faudra parfois aller au terme des 46 heures et 30 minutes autorisées pour boucler cet incroyable défi comme nous l'a fait vivre Abdenour dans notre 9e épisode, le dernier des finishers. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite vraiment à y jeter une oreille. Ça permet de vivre vraiment le combat avec les barrières horaires tout au long de ces 170 km. C'est pour le coup vraiment épique comme aventure. Voilà, en dépit d'une incontestable difficulté, on regarde la distance et du dénivelé de la course, les demandes d'inscription ne cessent d'augmenter année après année, à tel point qu'obtenir son dossard pour prendre le départ de l'UTMB devient en soi une première victoire pour tout coureur amateur. Afin de satisfaire encore plus de coureurs, mais également d'offrir plus largement la possibilité de participer à cette grande fête du trail mondial, les organisateurs de l'UTMB proposent une semaine de compétition avec en plus de cette épreuve reine et de la course jeune, 4 autres formats de grande endurance, la TDS, la CCC, l'OCC et la PTL, épreuve en équipe et en autonomie de plus de 300 km et 25 000 mètres de D+. L'édition 2016 de l'épreuve qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui revêt une dimension exceptionnelle au regard de la qualité du plateau élite présent cette année-là, mais aussi de la forte chaleur annoncée sur la course, histoire de corser la course s'il était nécessaire de le faire. Voilà, c'en est fini de cette présentation introductive de l'UTMB. Je pense que tu savais déjà tout ça, Ludovic, mais voilà, c'était une petite mise en contexte en tout cas pour nos auditeurs. L'heure est venue de te frotter à notre rubrique La question qui pique de course épique. Là, c'est le moment très compliqué de l'épisode. C'est un grand classique en tout cas de prendre des chemins un peu de traverse pour mettre à l'épreuve mon invité sur une question qui touche de près et parfois de loin à sa course épique. Et très étonnamment, le sujet de cette question qui pique gravite très régulièrement autour du thème de la gastronomie. On l'a dit, l'UTMB il prend son départ et il arrive dans la ville de Chamonix. Je pense que tu ne l'as pas oublié, mais Chamonix, c'est aussi le nom de petits gâteaux un peu rétro, de forme arrondie, fourrés à la gelée d'orange et recouverts d'un glaçage à l'orange, que moi j'ai toujours trouvé personnellement très immonde. Est-ce que tu vois ce que c'est, ces petits biscuits? Oui, d'accord. Oui. C'est vrai que ça date un petit peu ça. Ça date un peu, exactement. J'ai sorti un peu les cartons et les archives. Donc voilà, je te propose un petit voyage dans le temps, Ludovic, en ressortant à l'occasion de cette question qui pique quelques biscuits et sucreries un peu rétro, comme peut l'être le Chamonix. Ma question qui pique est très simple. Pour chacune des 4 gourmandises que je vais te citer et qui ont probablement marqué ton enfance et ton adolescence, est-ce que tu pourrais me dire si on peut aujourd'hui les trouver dans le commerce ou non? Donc à tout seigneur, tout honneur, je vais donc commencer avec les Chamonix. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, tu penses, aller trouver un Chamonix au supermarché d'à côté? Alors là, ça doit bien encore exister, je dirais oui. Bravo, ça existe toujours. Ça a même jamais arrêté d'être commercialisé. Donc tu vois, ça fait un petit moment. Ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait déjà à peu près 80 ans qu'on a le plaisir de pouvoir déguster des Chamonix. Et on peut toujours en trouver. Voilà. Ça doit bien faire au moins 15 ans, je pense que j'ai pas dû en manger, mais ouais. Ouais, à mon avis, c'est pas un hasard. Deuxième proposition, je vais faire travailler ta mémoire. Est-ce que tu te souviens des Treats, les ancêtres des M&M's? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut trouver des Treats aujourd'hui en France? Alors, ça, je crois qu'on peut, en France, non, je crois pas. Mais il me semble qu'il y a encore, non, ça n'existe pas. C'est en France, je dirais non. Ben, ils ont fait leur comeback. Ils ont été sur la voie de la bonne réponse, Ludovic, parce qu'ils ont disparu en 86 et ils sont réapparus sur le marché européen en 2018. Ça a été relancé en France à cette occasion aussi, donc plus largement en Europe, dont la France. 1 sur 2, ça se passe plutôt bien. Troisième proposition, est-ce que tu as un souvenir des Yes, ces petites barres fourrées à la crème cacao? Ça te parle? Petites barres individuelles façon Twix, Bounty, tout ça, dans ce registre-là? Non, alors ça, non. Ça te dit rien? Non. Faut que tu me dises au bluff. Donc non, je dirais bon. Et eux aussi, ils ont fait leur comeback, voilà. Et ils ont été disparus à la fin des années 90 et ils sont revenus depuis 2011 en France. Depuis 2013, pardon, je te dis des bêtises. En Allemagne en 2011 et en France en 2013. Et la dernière, je sais pas si tu aimes ces biscuits, les figolus, le fameux sablé fourré à la pâte de figue. Est-ce que aujourd'hui on peut trouver ça? Oh, je pense que oui, ça pas si longtemps que ça que j'en ai mangé, quoi. Ouais. Oui. La disparition a été courte en fait, ça a été entre 2015 et 2020. Et voilà, il y a une pétition, alors je sais pas si c'est ça qui a contribué pleinement au retour des figolus sur le marché, mais en tout cas voilà, il y a eu 10 000 signataires pour plébisciter le retour du figolu en France, mais voilà, on peut aujourd'hui en trouver très facilement au petit commerce d'à côté. Allez, c'en est fini de notre question qui pique. Bravo Ludovic, tu t'en sors quand même bien, 2 sur 4 avec moyenne. Un des produits. Oui, mais tu connaissais pas les Yes, donc voilà, c'est très bien. Allez, on ferme la moire à biscuit. Le moment est venu parler plutôt de tuc au ravito et de plonger avec toi dans ta course épique à l'occasion de ton UTMB 2016. Tu vas nous le raconter, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. L'UTMB, toi, c'est une longue histoire. Est-ce que tu peux nous parler de tes 2 premières expériences qui ont donc pas été forcément très heureuses sur la course en 2004 et en 2005? Ouais, alors 2004-2005, j'ai bâché les deux. Donc 2004, je suis pas allé si loin que ça parce que je suis allé jusqu'à Courmayeur.
Et 2005, j'ai dû aller jusqu'à Champélac. Ouais, et voilà. Donc première fois tendinite, et deuxième fois là, une grosse contracture au mollet, et je pouvais plus courir. Enfin, ouais, voilà. Donc ça, c'était les 2 premières expériences. Et après, j'ai mis un petit peu de temps pour revenir. Ça devait être en 2010. Parce que t'en as cité que 2, mais en fait. Ouais, il y a eu 2010 qui a été annulé, puis 2012. Voilà, alors 2010, en fait, on allait au Contamine et après ils ont arrêté la course et ils ont voulu refaire. Enfin, ça repartait après pour une CCC en fait, pour de Courmayeur. Et j'étais pas reparti. Et puis après 2012, et là c'est encore parcours de repli. Donc là c'est mon premier, disons que pour moi je l'ai pas. Enfin, c'est pas l'UTMB, donc voilà, je le comptais pas dedans. Alors je l'ai terminé, je sais pas combien. 21e. Voilà, 21e. Mais c'était vraiment pas un parcours très intéressant non plus. C'était un aller-retour dans la vallée de Cham. Voilà, je crois que c'est la première victoire de François Daen aussi. Est-ce que tu as tiré des enseignements sur ces participations, même si t'as pas pu aller au bout, mais est-ce que voilà, ces insuccès sur ce parcours-là t'ont apporté déjà des choses, ou au moins en tout cas une connaissance du parcours plus précise? Une connaissance de parcours, oui, parce que de toute façon j'avais fait Courmayeur. Après 2009, j'ai quand même fait une CCC. Donc je connaissais le parcours, quoi. Disons que l'intégrale du parcours je la connaissais, même si j'avais jamais fait de reco comme j'ai pu faire cette année en entraînement. Mais ouais, je connaissais le parcours. Maintenant je m'étais dit ouais, bah l'UTMB, je sais pas, il veut pas de moi, je vais pas aller au bout, alors que je pense que j'étais arrivé au bout de certaines courses, enfin une course notamment à la Diag qui est je pense un petit peu plus dure que l'UTMB. Techniquement en temps aussi, quoi. Donc mais voilà, l'UTMB ça me souriait pas, donc j'ai mis un petit moment aussi à me réinscrire et puis voilà, à revenir en 2016 pour une nouvelle tentative. Qu'est-ce qui te poussait à revenir quand même de façon assez régulière? Est-ce que la course, elle revêt quand même une dimension mythique à tes yeux? Oui, bah c'était quand même une course, tout le monde en entendait parler. Je veux dire, si quelqu'un en fait cite une course d'ultra trail, il y a une grande chance que ce soit l'UTMB quand même, mais c'est une course qui est quand même mondialement connue. C'est vrai ouais, il y avait quand même un plateau important, et puis aller se frotter au meilleur. Et même si c'était pas forcément, enfin oui, on garde toujours l'objectif de faire un beau résultat dessus, mais l'objectif premier c'était quand même de la terminer, quoi, de faire le tour, quoi, et le vrai tour, quoi, parce que voilà, 2012 pour moi c'était pas le vrai UTMB. Donc là, on fait un petit saut dans le temps et on est en 2016. Ton début de saison, il est très prometteur avec notamment une victoire sur la Maxi Race. Donc voilà, t'es plutôt en pleine forme et les résultats suivent. D'ailleurs, l'année 2016 va se passer de façon très globale, extrêmement bien. T'as un palmarès hallucinant sur cette année. Comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette UTMB? C'est un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure sur celle qui t'attend dans quelques jours. Mais voilà, à l'approche de cette UTMB 2016, quel est ton niveau de confiance? Ouais, bah disons, à part le fait que j'ai eu 4 échecs, enfin non, 3 on va dire, hein, parce que 2012 c'est pas un échec vu que c'était la course qui était différente. Pas forcément beaucoup de confiance dessus. Maintenant, voilà, comme tu disais, j'avais fait des courses, les courses s'est bien passé. Tu parles de la Maxi Race. Maxi Race, c'était surtout en fait pour jouer la qualification pour les championnats du monde qui étaient en octobre. Donc voilà, moi j'arrive pas avec une monstre confiance sur la course. Maintenant, voilà, enfin, j'avais quand même espoir d'aller au bout et de la terminer, quoi. Tu parlais de championnat du monde qui arrivait assez tôt. J'ai cru lire qu'il y avait des interrogations quand même sur. Enfin, est-ce que le fait de participer à l'UTMB peut mettre en péril les championnats du monde, ou est-ce qu'il y a suffisamment de temps pour récupérer? Est-ce qu'il y a un arbitrage à faire, un choix qui idéalement il faudrait faire entre les deux, ou est-ce que les deux sont compatibles? Bon, on avait discuté avec mon coach. C'est sûr que si c'est lui qui a décidé en fait des courses que je faisais, on n'aurait pas fait celle-là. Mais bon, voilà, il savait que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et puis il a fait son plan d'entraînement en fonction de ça. Et voilà, donc forcément, on a préparé l'UTMB, mais tout de suite après l'UTMB, enfin tout de suite, on a commencé à préparer en fait les championnats du monde. Donc c'est sûr que ça, il y avait 2 mois entre les 2 courses. Voilà, c'est assez tout en étant relativement proche, quoi. Donc voilà, c'était aussi un pari quand même, hein,
Maintenant, bah voilà, ça s'est pas mal passé, et puis les championnats du monde sont pas mal passés aussi derrière, quoi. Est-ce que j'aurais pu faire mieux sur les championnats du monde sans faire l'UTMB? Voilà, on saura pas, mais Ça s'est quand même effectivement très bien passé dans les deux cas. Et est-ce que dans cette préparation de l'UTMB 2016, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé des choses par rapport aux années précédentes? bah en fait, c'était la première fois que j'avais un entraîneur, quoi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Philippe est arrivé sur ma carrière, on va dire, de trail en 2015 pour les premiers mondiaux. Et voilà, donc c'était la première fois que je suivais un entraînement, quoi, structuré. Donc c'est la grosse différence. Et voilà, je me souviens qu'il m'avait mis des sorties. Je pense que j'avais jamais trop fait en préparation avant un UTMB. Disons que moi c'était plus les courses qui me préparaient à l'UTMB. Et voilà, là je me souviens de sorties, même de sorties de vélo. Où je fais pas beaucoup de vélo, mais des sorties de vélo de 6 heures. J'en ai pas fait beaucoup, quoi, dans ma vie. La start list, elle est très relevée cette année-là, comme bien souvent. Est-ce qu'il y a des concurrents que tu suis l'œil un peu plus particulièrement? Ou est-ce que tu es là dans ta bulle et tu fais ta course pour toi? Non, bah après moi, je pense que il y avait déjà les cotes ITRA, je devais être dans les 20, un truc comme ça, il me semble. Et voilà, après c'est vrai qu'il y a pas mal de coureurs. On sait qu'ils ont expérience. Il y avait notamment Luis Alberto qui était là et qui était donné favori, qui avait gagné peut-être l'année d'avant la CCC, je sais plus si c'était l'année d'avant. Hein. Mais voilà, et puis donc c'est sûr que il n'y avait pas qu'un seul coureur, disons, à suivre, mais ouais, moi je voulais faire ma course et essayer d'aller au bout, quoi, surtout. Donc ton objectif c'était ça? Est-ce que, enfin, il y avait un sujet de place à l'arrivée ou est-ce que c'était avant tout d'aller au bout? C'était avant tout d'aller au bout et puis après peut-être sans l'avouer de faire un top 10, quoi. C'était voilà, je pense pas que avant de partir, je l'ai dit à quelqu'un, mais voilà. Et puis ouais. Tu l'avais dans un coin de ta tête. Voilà. Est-ce que, alors on sait que les ultras, il y a toujours des rebondissements et ta course épique va en être la parfaite illustration, mais est-ce que tu avais une stratégie de course particulière en tête? Disons que j'avais regardé un petit peu comment s'étaient déroulées aussi les différentes courses et je m'étais dit faut pas partir trop derrière. Il y a jamais un coureur en fait qui est vraiment revenu de très loin, quoi. Donc je voulais quand même rester au contact entre guillemets de la tête de course, quoi. On annonce, je l'ai dit tout à l'heure, une importante chaleur sur la course cette année-là. Est-ce que c'est un facteur qui te préoccupe ou qui te laisse de glace? Non, disons que la chaleur en principe, enfin ça m'est déjà arrivé de faire un coup de chaleur, mais en principe j'arrive à la gérer assez bien, surtout s'il y a possibilité de s'arroser assez fréquemment, hein, ce qui est quand même un peu le cas sur l'UTMB. Donc Tu redoutes pas d'impact sur tes performances, en tout cas la chaleur a jamais nuit à tes perfs jusqu'ici. forcément il y a quand même un impact, hein. On peut pas tenir le même rythme s'il fait 30 degrés ou s'il fait 15, hein, donc donc il y a quand même un impact, je pense, sur la performance. Mais pour moi, disons que peut-être c'est plus un avantage ou alors ça fait plus de sélection, on va dire, sur d'autres personnes qui sont plus sensibles. Voilà. Hormis cette chaleur, donc qui est pour le coup pas vraiment source de préoccupation pour toi, est-ce qu'il y a une chose qui t'appréhende sur la course? Enfin, avant le départ, est-ce qu'il y a quelque chose qui est source d'inquiétude ou de Non, vigilance, je sais pas. pas spécialement, hein. C'est juste quand on est sur la ligne de départ et on se dit il va falloir revenir là, mais avant et qu'on sait tout le trajet qu'il y a à faire, c'est voir l'appréhension. Donc c'est l'appréhension globale de la course, mais pas d'appréhension particulière, non. T'es comment dans ces moments-là sur la ligne de départ? Est-ce que t'es très concentré, plutôt un peu nerveux, t'es impatient? Comment tu te sens à ces moments-là? Non, pas nerveux, mais ouais, plutôt concentré, puis à se dire qu'on aimerait bien voir un Chamonix en arrivant par le bon côté, quoi. De revoir. Ça y est, nous sommes le vendredi 26 août 2016, 18h, tu t'élances sur les sentiers de l'UTMB. Est-ce que tu peux nous parler de ton début de course que tu mènes tambour battant jusqu'à Saint-Gervais au kilomètre 21, où tu occupes alors la deuxième place derrière un virevoltant Zach Miller? Comment est-ce que se passent ces 20 premiers kilomètres de course? Ouais, alors c'est vrai que c'est une année un petit peu particulière parce que ça part peut-être pas spécialement vite, ou alors j'étais bien sur le départ, je sais pas. Mais on se retrouve, je crois, à 3 au cas en fait,
pratiquement en tête après le lac là, juste au départ en fait du TMB. Il me semble qu'il doit y avoir aussi Julien et comment j'ai mangé son nom, mais je pense que tu le retrouveras, qui était chez Oka à cette époque et ouais, c'est un Est-ce petit que peu... c'est Fabien Antolinos ou pas du tout? Non, Ah non. non. Voilà, donc on est un petit peu surpris et puis après tu parles de Fabien, je me souviens qu'on est monté ensemble au col de Voz avec Fabien. Donc Zach nous avait rattrapé et était parti un petit peu devant. Et voilà, on discutait un petit peu et puis je dis bah déjà si on arrive à tenir encore ce rythme là sur la fin de course, ça sera déjà pas mal quoi. Ouais, on s'est dit qu'on partait peut-être un petit peu vite quoi quand même. Toujours la question, savoir est-ce qu'on a le bon pace sur un début de course aussi long. On part toujours un petit peu trop vite. Voilà, là, ça me convenait parce que c'était aussi la stratégie que je voulais, être un petit peu dans le contact. Alors on a essayé de partir Zach parce que vraiment là, c'était peut-être un cran au-dessus. Et voilà, donc on était pas mal. Et puis donc on fait le col. Je crois on doit avoir 5 minutes. Je sais plus, j'ai plus combien il y a au col en fait avec Zach. Et puis dans la descente, en fait, on revient sur Zach, quoi. Et je pensais même qu'il était blessé en fait, parce que je le voyais courir et puis je vois il y avait une petite patte enfin, il y a une jambe qui faisait un mouvement bizarre et je lui ai posé la C'était du question à ce bluff. moment-là s'il était Are you injured? Et il me dit non. Il avait l'air surpris de ma question. Voilà, donc là c'est vrai qu'on arrive assez groupé, je pense, à Saint-Gervais, quoi. La situation, elle se corse ensuite pour toi à l'occasion de la montée vers le refuge de la Croix du Bonhomme, alors que tu connais des premiers problèmes digestifs. Ouais, c'est ça. Déjà sur la portion en fait Saint-Gervais-Contamine, qui est une portion que je n'apprécie pas particulièrement en fait, c'est vrai que c'est un petit peu longué pour moi. Je trouve que c'est un peu roulant, voilà, des choses un petit peu avec des parties un petit peu raides. Enfin, il y a un petit peu de tout, mais voilà, c'est pas une partie que j'apprécie tellement. Et ouais, et puis là, voilà, des problèmes, des douleurs au ventre en fait qui commencent à arriver alors que j'ai eu en fait au tout début en fait de ma carrière, on va dire, de mes débuts en trail, pas mal de problèmes et de trouver un équilibre en fait au niveau alimentaire pendant la course. Et puis voilà, après ça s'est stabilisé et j'ai trouvé mon équilibre. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait la même chose et voilà, je me dis bah voilà, c'est la malédiction du TMB encore encore une fois. Donc j'ai l'impression d'avoir fait tout pareil et d'avoir pris voilà les mêmes protocoles en fait en course. Il y a un chaman qui a pris sa petite poupée Ludovic Pomeray et qui a planté une petite aiguille dans le Ouais, c'est ventre ça. pendant Il quelques de heures. Pomeray et qui et ouais, voilà, donc ouais, c'est sûr que au contamine, ça va déjà pas très bien, donc ouais, c'est compliqué après attaquer le col du Bonhomme, bah c'est encore pire quoi. Et là vraiment, ouais, je m'arrête aussi pour des pauses sanitaires, on va dire, et puis là dans la montée, ouais, c'est un peu l'enfer quoi. Il y a tous les coureurs qui doublent, qui t'encouragent. Moi j'avais mis ma veste de pluie parce que voilà, j'étais pas bien et donc même s'il faisait chaud, bah là j'étais vraiment une allure réduite et puis voilà, c'est les chemins de croix qui commencent. Ça tombait bien parce qu'on allait à la Croix du Bonhomme, donc mais ça a été long. Tu arrives au Chapieux après 50 km et 6 heures de course, dont 3 sans te nourrir, et tu occupes désormais la 50e place. Comment est-ce que tu gères psychologiquement? Là, tu nous l'as dit, tu t'es fait dépasser par un certain nombre de coureurs. T'as perdu une bonne quarantaine de places. Comment est-ce qu'on gère aussi le fait d'être physiquement assez tôt dans la course, déjà un peu dans la souffrance? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Est-ce que déjà tu penses que tu pourrais ne pas aller au bout ou est-ce que tu écartes d'emblée cette hypothèse-là? Non, alors je me dis pas que je peux pas aller au bout. Je me dis juste que je vais aller au bout, mais que je vais faire une nuit à Courmayeur, quoi. Que je vais attendre que ça passe et puis voilà, que ça servira d'entraînement en fait pour les championnats du monde qui arrivent dans 2 mois et puis juste aller au bout pour pour venir un petit peu au bout de cette malédiction de l'UTMB quoi. Donc donc non, je m'étais pas dit complètement que j'allais abandonner, mais c'est sûr que j'allais je pensais quand même toujours la finir quoi, même à ce moment-là. Et puis là au Chapieux, donc il y a ma femme en fait on avait prévu qu'elle ne vienne pas parce Ne que t'as pas écouté donc?
Donc elle m'a pas écouté parce qu'elle a vu que à Notre-Dame, dernier point où on s'est vu à Notre-Dame de la Gorge, que ça allait pas. Donc voilà, elle s'est dit je vais quand même y aller, même s'il n'y a pas d'assistance, aller le voir, l'encourager, enfin voilà, le supporter quoi. Donc voilà, Ta fille était là aussi, je crois. Ouais. Elle avait l'air assez affectée de la situation. Ouais, les deux, ma fille, ma femme, quoi, en fait, où je voyais même s'ils étaient se retenir, qui était à moitié en pleurs, de voir que ça se passait une nouvelle fois pas bien, et voilà, que c'était difficile aussi, parce que c'est vrai que à ce moment-là, quand t'es déjà dans la souffrance, c'est vrai que c'est difficile, et de les voir comme ça aussi, ça m'a reboosté un petit peu pour faire la suite de la course, quoi, pour essayer de recommencer à m'alimenter, et voilà, c'est comme ça que je suis reparti des Chapieux, en essayant juste après les Chapieux de reprendre un gel. Où voilà, c'était pas un gel à l'herbe, mais non, parce que je dis ça à l'herbe parce que j'ai fait un peu comme les vaches où j'ai un peu ruminé quoi. Si tu veux, il voulait pas rentrer, mais je dis je vais pas le recracher donc donc voilà, il revenait et puis voilà, bon, il a fini par passer. Et puis voilà, petit à petit, j'ai essayé de reprendre un petit peu de course à pied, et même dans le col de la Seigne, là, j'ai pu alterner un petit peu des alternances marche-course. Ouais, tes 30 km suivants, donc ils sont synonymes plutôt de renaissance pour toi. Et justement, le passage au col de la Seigne, au lac Combal jusqu'à Courmayeur, où là, tu renoues avec le top 15. Donc, petit à petit, tu sens que les sensations sont en train de revenir. Tu reprends le contrôle un peu de ta course. Déjà, en fait, je peux commencer à me réalimenter un petit peu. J'arrive à reboire un petit peu. C'est toujours difficile, hein, et toujours mal au ventre, voilà. Mais ça commence à aller un petit peu mieux quand même. J'essaie quand même toujours de boire un petit peu et puis de continuer l'alimentation quoi. Et puis c'est vrai que de voir après aussi qu'on redouble des coureurs, pour le moral c'est quand même meilleur. Donc voilà, petit à petit on reprend des coureurs. Je me souviens que j'ai dans les pyramides calcaires, j'ai doublé Caroline Chavreau, qui va gagner aussi. Qui a gagné chez les femmes, oui. Voilà. Donc ouais, non, bon pour le moral, comme dit la compagnie créole. C'est bon pour le moral, ouais. bien meilleur que de se faire doubler par tout le monde dans le col du Bonhomme. Là, on est sur des passages de nuit. C'est des passages que tu apprécies, les passages nocturnes, ou est-ce que tu te sens à ta main, ou t'es plus à l'aise en journée? Ouais, en fait, nuit ou jour, enfin, il y a pas tellement. C'est vrai que c'est plus difficile parce que quand on se retrouve un petit peu seul, en fait, ce qui est le cas, en fait, quand tu dis, on attaque le top 15, là, il y a plus d'espace, du coup. Donc là, tu te retrouves un petit peu seul. Mais voilà, comme souvent quand même sur les ultras, on se retrouve seul. Et non, la nuit avec la frontale, enfin voilà, on peut gérer. C'est vraiment au lever du soleil où c'est un petit peu différent parce que là, il y a vraiment une étape où voilà, on ressent un petit peu un nouveau jour, et là, c'est une étape différente. Mais après la nuit, non, elle se passe assez bien quoi. J'ai lu que t'aimais bien te fixer des petits challenges, et notamment à partir de Berton au kilomètre 85, l'espèce de micro-challenge pour aller essayer de rattraper des coureurs qui sont devant toi ou des lumières que tu peux voir. Est-ce que t'as besoin de te fixer ces mini-objectifs pour t'aider aussi à te rester dans ta course? Ouais, c'est ça en fait, c'était de se dire là à Courmayeur, j'avais déjà rattrapé quand même un petit peu de monde, ça restait une place qui était honorable, on va dire, hein, donc voilà, qui motivait à continuer. Donc c'est vrai que quand j'ai vu la place que j'occupais à Courmayeur, il était plus trop question d'arrêter de faire une nuit quoi. Donc voilà, surtout que voilà, ça allait un petit peu mieux quand même. Toujours difficile au niveau du vent, difficile de reprendre en fait à des quantités d'eau suffisantes. Voilà, des douleurs aussi quand j'essayais de pisser quoi. Donc voilà, mais voilà, le fait d'être quand même pas mal remonté, et ouais, dans ce refuge dans Berton en fait, ouais, je vois une lampe et puis je me fixe des objectifs, je me dis j'essaye avant le refuge voilà, de passer ce concurrent quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est des petits objectifs à court terme, et c'est ce que j'essaye aussi maintenant en fait de décomposer un petit peu les courses que je fais en petits morceaux en fait pour se fixer des objectifs à plus court terme, tout en gardant quand même l'objectif final qui est quand même la ligne d'arrivée, hein, parce qu'on peut pas tout donner sur un objectif à court terme quoi. Tu arrives ensuite au Grand Col Ferret, au kilomètre 102, où tu rejoins le coureur lituanien Gediminas Grinius, qui deviendra ton partenaire de course pour les kilomètres suivants, c'est ça?
Alors je pense que c'est beaucoup bien après que je reçois. Ah mais non, peut-être qu'on a fait la remontée ensemble, mais c'est vrai qu'on a fait un petit peu l'élastique avec Gilles. Jusqu'à la folie, je crois que vous avez couru ensemble, si je suis bien renseigné. On a couru jusqu'à Trian pratiquement, quoi. D'accord. Ensemble en fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'était pas toujours ensemble. Je l'ai vu, je l'ai vu en fait. Je lui ai parlé d'ailleurs de ses chaussures, bref. Enfin, bon. Et puis après, c'est vrai qu'on n'était pas tout le temps ensemble, mais c'est vrai qu'on a fait un bon bout de course ensemble. Et puis ouais. Ça, c'est une aide pour toi, c'est quelque chose qui te va bien d'avoir des partenaires quand même Ouais, pour bah t'accompagner ça sur fait certains des aides. passages. Voilà, faut juste faire attention en fait dans ces moments-là à pas soit tomber dans un rythme qui est trop élevé, ou alors au contraire en fait de s'enfermer dans un rythme de confort en fait, alors qu'on pourrait faire un petit peu mieux quoi. Donc c'est un petit peu le danger de courir avec quelqu'un. Maintenant c'est aussi quand même une aide morale, surtout dans des périodes qui sont un petit peu difficiles quoi. Et puis c'est l'occasion d'améliorer son lituanien aussi. Ouais, non, pas. J'imagine que vous parliez anglais. C'est tout anglais, ouais. Donc tu passes la folie et tu arrives à Champey où tu apprends que le top 3 et à ce moment-là il y a un petit quart d'heure devant toi. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu t'envisages le podium, voire plus, ou tu prends un kilomètre après l'autre? Dans quelle dynamique tu es à ce moment-là? Ouais, bah, enfin, c'est vrai que je me souviens, je sais pas si c'est Céline qui m'avait dit, mais je me souviens très bien de l'entraîneur de Julien, en fait, qui me, j'ai encore mangé son nom, hein, mais bon, bref. Je peux pas t'aider, je suis désolé. Ah oui, oui, Pascal. On peut faire l'appel à un ami si tu veux. Ouais, bon bah. Et, donc ouais, qui me dit à 14 minutes, je crois, en fait, la tête de course. Je dis, bah, tête de course. Et, voilà, alors que j'étais pratiquement, enfin au plus loin, je crois que j'étais pratiquement à 1 heure, quoi. Donc ouais, j'étais un petit peu surpris, quoi. Et voilà, après il y a cette période après Champey qui est assez roulante, et puis après la montée de Bovine, quoi. Et voilà, dans la montée de Bovine, bah, je reviens sur Fabien Antelinos, qui me dit qu'il va arrêter. Voilà, on discute un petit moment ensemble, mais voilà, il est dans une période dure, et il pense qu'il est peut-être parti trop vite, voilà, et puis qu'après 15 heures de course, c'est là où pour lui ça coince, quoi. Ou vers les 15 heures de course, quoi. Et voilà, et on attaque et puis là on nous annonce avec, donc là je suis avec Gilles Dimnas, hein, j'en suis quasiment sûr, enfin j'en suis sûr même. Au sommet en fait on nous annonce Zach qui est en tête, du coup nous on serait 2 et 3 avec Gilles Dimnas, qui est en tête, et qui nous annonce à 7 ou 8 minutes je crois, Zach, quoi. Donc je me souviens bien avoir dit à Gilles Minas au sommet du col, allez on va se manger un burger. Et bon, c'est pas de bol parce que lui il est végétarien, mais mais voilà, donc on a attaqué cette descente, ouais, bah peut-être un petit peu tonique aussi. Maintenant, au vu du col de la descente du col de Vosa, on sait que Zach est pas un grand descendeur, et on est quand même surpris d'avoir bouché ces 7-8 minutes à Trian, parce qu'on voit Zach en fait qui est au ravito, quoi, quand on arrive, quoi. Donc là tu le vois ravito, est-ce que tu penses que ça le marque psychologiquement et que ça a un impact, le fait de te voir, enfin je sais pas à quel point il s'imaginait seul devant, Ouais, ou en tout cas maîtriser sa course, ouais, mais est-ce que tu penses que ça a un vrai impact pour lui sur son je pense moral? que ça a un impact. Je me souviens bien de son ravitaillement à la ZAC, où il prend aussi un peu de tout, n'importe quoi. Et voilà, je sais pas si t'as déjà vu, je pense, des vidéos de Zach. Voilà, donc ouais, je pense peut-être qu'il raccourcit aussi un petit peu son ravito, il part un petit peu devant. Et voilà, après, bah, c'est clair que quand on part derrière, bah, l'objectif, c'est de le rattraper, hein. Donc moi je me souviens bien de cette montée en fait où j'avais les bâtons, et Zach à chaque fois il se retournait, il me voyait, il remettait un taquet, et puis bon à un moment je le passe, et après il faut pas accrocher, quoi. Donc voilà, c'est. Donc là tu viens quand même de remonter 49 coureurs Ouais, c'est ça. en Ouais. quelques heures. Mais Le voilà, Phoenix. et puis là ouais, bah là je me retrouve du coup en tête quand même de l'UTMB, et je dis bah ouais, forcément il y a quelqu'un qui va revenir, et bah là l'objectif c'est de rien lâcher, quoi, et continuer à pousser, On quoi. verrouille. Voilà.
Comment se passe l'ascension vers Tête au Vent, l'un des derniers passages délicats qui est environ à 10 km de l'arrivée? Comment est-ce que tu gères ce moment-là? Bah, Tête au Vent, donc ouais, c'est la dernière grosse bosse. C'est vrai que je pense que on n'avance plus trop, quoi. C'est un petit peu le cas pour tout le monde, mais ouais, c'est la dernière grosse difficulté. Là, quand je l'ai fait en entraînement, je parlais que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que quand on vient de commencer depuis Champex-Lac, ça passe relativement bien. Quand on a fait 140 km avant, ou 140, 150, ouais, même plus, 150 km avant, ça passe un peu moins bien. Disons que c'est quand même une montée qui est assez raide. Alors voilà, j'essaye quand même de pousser. J'avais demandé à Céline, qui était au col des montées, de klaxonner quand il y avait quand il y avait le suivant, juste pour avoir l'estimation du temps que j'avais, quoi, de la marge. Et voilà, donc je me souviens plus si j'ai entendu le klaxon, mais après je savais qu'à la flégère j'avais ouais, pratiquement 30 minutes d'avance, quoi. Donc voilà. Comment est-ce que tu gères les tout derniers kilomètres de la course? Est-ce que t'es serein ou c'est par définition impossible de l'être avec la pression, la fatigue? Puis je crois que t'avais l'expérience sur la CCC notamment, ou avec une chute en descente. Est-ce que t'es encore sur tes gardes, même sur Ouais, les c'est derniers ça. kilomètres et hectomètres? Jamais serein, en fait, parce que justement, tu mentionnes cette anecdote sur la CCC en 2009 où je crois que je dois être troisième sur la dernière descente, et puis voilà, je me dis en descente, j'étais pas pas mauvais descendeur, je dis, pour que quelqu'un me revienne dessus, voilà, je descendais assez bien. Et puis voilà, une chute, quoi. Une chute, et pendant un moment, j'ose plus bouger, parce que je sais pas si c'est, voilà, c'était une chute assez lourde, et puis à un moment, je sais pas si je me suis fait quelque chose, quoi, et j'ose pas bouger, quoi. Et voilà, donc j'ai ce souvenir-là en tête, en me disant, non, il faut, tant qu'on n'est pas sur le bitume d'un Cham, il y a tout peut arriver, quoi. Se faire une cheville, chuter, se faire encore plus mal, enfin voilà, ça peut arriver, quoi. Et donc non, pas serein. Maintenant, je ralentis non plus pas trop, parce que aussi une autre expérience sur la Diag, quand je voulais garder ma deuxième place, j'avais ralenti franchement la descente, et puis du coup après on change un peu nos allures, on n'a plus la même appréhension du terrain, et c'est pas mieux, en fait. C'est pas plus safe, en fait, de réduire son allure et de changer un peu ses habitudes de descente, quoi. Donc voilà, pas serein, mais j'essaie de rester Appliqué, concentré. Ouais. Cette tentative aura donc été la bonne, et puis je pense que tu as largement dépassé ton objectif qui était de terminer, puisque tu conclus ces 170 km à une fabuleuse première place après 22 heures et 2 secondes de course, 26 minutes devant J.D. Mignas. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée, que tu as d'ailleurs parcouru et traversé avec ta fille à tes côtés? Ouais, bah après déjà, en fait, les derniers kilomètres, quand on arrive déjà sur le bitume, là on se dit quand même là, ça sent bon, quoi. Je pense que il n'y a pas grand chose, en fait, voilà, qui peut arriver, mais ouais, c'est tellement d'émotions qui remontent aussi, en fait, vu de la course, en fait, comment elle s'est passée, ou du plateau qui était au départ, avec beaucoup d'échecs, d'abandon, en fait, de personnes qui sur le papier étaient quand même plus forts, mais voilà, c'est la course, et voilà, et puis d'avoir vraiment été au fond du trou à un moment, et d'arriver à remporter la course. C'est vrai que on est vraiment submergé par les émotions, et ouais, c'est quelque chose qui reste bien gravé, et de finir en plus avec ma fille, voilà, des derniers mètres. J'avais une belle étreinte à l'arrivée, très émouvante. Ouais, non, c'est vrai que c'était ouais, quelque chose que je vais pas oublier, je pense. Ludovic, qu'est-ce que tu penses, quelles ont été les clés de ta victoire? Qu'est-ce que tu as réussi un peu mieux que les autres? Bah, c'est à pas lâcher, à pas se dire, en fait, disons que tous les échecs que j'ai eu sur cette course m'ont permis, en fait, de pas lâcher, de dire que je voulais voir la ligne d'arrivée, même si pendant un moment, c'était en 2 jours. Voilà, c'est de pas lâcher, et pas prendre la solution de facilité de bâcher la course pour mieux peut-être se préparer sur les mondiaux. Voilà, donc c'est ça, c'est de continuer à avancer, et puis d'avoir le support aussi de la famille, qui est, je pense, qui a été un moment clé, en fait, de voir ma famille à ce moment-là au Chapieux.
et voilà. Et pour la petite anecdote, en fait, hein, au Chapieux, il n'y a pas de réseau. Mon coach, en fait, justement, en vue des mondiaux, avait envoyé un SMS à ma femme en me disant d'arrêter là, quoi, de bâcher la course. Donc il n'y avait pas de réseau. Il a bien fait de pas arriver ce message. Elle l'a pas eu, donc elle me l'a pas dit non plus. Elle dit qu'elle l'a pas eu. Et puis après à Courmayeur, vu que j'avais remonté, là il n'est plus question d'arrêter. Et mon coach était d'accord avec ça, de continuer la course, quoi, forcément. Est-ce que ça a été une surprise pour toi de sortir victorieux de cette UTMB si on en avait parlé le 26 août à 18h et que je t'avais dit que c'était toi qui allais être sur la plus haute marche le lendemain, est-ce que tu m'aurais cru? Non, ouais, forcément non. Même s'il y a quelque part, tout à l'heure je te parlais d'un top 10, on a toujours, voilà, on peut toujours avoir un espoir, mais vu des concurrents, je pensais pas à la victoire, quoi. Mais c'est vrai de s'approcher au plus près du podium était déjà un objectif qui semblait irréalisable, inatteignable. Donc la gagner encore moins, quoi. Est-ce que c'est aujourd'hui, tu penses, ton plus bel accomplissement en course? C'est un résultat fabuleux évidemment, mais en termes d'accomplissement, voilà, sur avoir réussi à passer à travers tous ces moments très délicats, avoir fait une remontée incroyable. Est-ce que tu t'es prouvé des choses sur cette course-là que tu n'avais peut-être pas connues avant et quand bien même tu avais signé des performances remarquables sur d'autres courses? Ouais, bah c'est surtout en fait les rebondissements qu'il peut y avoir sur les ultras, beaucoup plus en fait sur des courses plus courtes. C'est vrai qu'un ultra, voilà, c'est un petit peu aussi ma devise maintenant, c'est que rien n'est perdu tant qu'on n'a pas franchi la ligne. Et puis là, c'est d'autant plus vrai sur cette course quand on voit d'où je suis reparti, quoi, disons. Est-ce que cette course, elle a changé des choses pour toi? Est-ce qu'il y a un Ludovic d'avant et un Ludovic d'après? Que tu le veuilles ou non d'ailleurs, enfin voilà, à la fois toi sur ta propre perception et ton jugement de la course, mais aussi peut-être de l'environnement, du regard du monde du trail sur toi ou plus largement des médias. Tu parlais de l'exposition naturelle qu'a l'UTMB aujourd'hui. Est-ce que tu as vu des choses changer? Oui, forcément, on peut pas dire que rien n'a changé en fait. Déjà par rapport aux autres coureurs, t'es beaucoup plus attendu. Enfin voilà. Et puis forcément, t'as quand même gagné en renommée. Même si maintenant ça fait 5 ans, hein, donc ça retombe. Et puis moi je l'ai gagné qu'une fois, pas comme certains qui l'ont gagné 3, peut-être bientôt 4. Donc et peut-être 2 pour toi bientôt. ouais, c'est ça. On en reparlera dans quelques temps. Non, mais oui, ça change forcément, quoi. Il y a quand même par rapport aux partenaires, voilà, il y a quand même une image qui est assez prestigieuse de l'UTMB. Hein. Question impossible. S'il y en avait une, enfin qu'une seule, quelle est l'image que tu retiendrais de cette UTMB? Si on en parlait dans 30 ans, quelle est la première chose, l'image mentale que tu aurais? Je sais pas si ça serait celle des Chapieux de voir ma famille ou celle de la ligne d'arrivée avec ma fille, quoi. Je pense que ça serait quand même l'arrivée parce que c'est là où il y a une plus grosse émotion et puis une belle émotion, alors que les Chapieux c'était plutôt de la tristesse, enfin voilà, une émotion pas très positive, quoi. Mais qui a déclenché du positif ensuite finalement, qui a été voilà, une espèce d'électrochoc. Qui a été un moteur. Ouais. Ludovic, l'année suivante, tu le sais déjà, tu seras pas au départ de l'UTMB. Alors j'ai lu que tu avais des engagements personnels, mais il y avait aussi une histoire de points pas suffisants nécessairement pour pouvoir t'inscrire l'année suivante. Est-ce que c'était frustrant pour toi de pas venir défendre cette victoire? Non, en fait, c'était pas une histoire de points, parce qu'en fait, je les avais. C'était 2016, c'était la dernière année, en fait, où j'avais, par contre, les points. Il fallait que je fasse l'UTMB, parce que sinon, après, je les aurais perdus, en fait, parce que je faisais pas assez d'ultra. Okay. Donc, c'était pour 2016, en fait, où il fallait vraiment que je fasse l'UTMB. 2017, j'aurais pu refaire l'UTMB. Mais disons que, j'avais pas envie de gâcher ce moment, en fait, et ce souvenir, en fait, de l'UTMB. Déjà, ma femme me demande pourquoi j'y retourne cette année, parce que il y a quasiment aucune chance que ce soit le même résultat. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de coureurs qui bâchent pour avoir les mêmes scénarios de course. Donc ouais, non, c'était garder encore cette course en fait et ces émotions, ce résultat, voilà, préserver ce pendant un moment, quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrit sur la CCC, et voilà, qui était une belle course aussi, quoi.
Tu seras à nouveau sur la ligne de départ donc le 27 août prochain. Qu'est-ce que tu attends et quel est ton objectif cette année? Qu'est-ce que tu espères de cette course? J'espère revoir une deuxième fois la ligne d'arrivée, donc déjà le reterminer, hein, parce que comme je te dis, un UTMB, ça reste un UTMB, il y a quand même 170 km à faire, et puis 10 000 de positifs, donc voilà, on sait qu'il y a un gros plateau, que ça va aussi partir vite. Voilà, donc si je peux terminer en moins de 24 heures, et idéalement si j'arrivais à refaire mon temps de 2016, voilà, ça serait pas mal. Ça me passera pas sur le podium, ça c'est sûr. Maintenant, si ça pourrait encore être dans un top 20, voire un top 10, mais voilà, 10, j'aurais un peu de mal à y croire quand même. Mais, on te souhaite un très beau résultat en tout cas, sois-en sûr. Dans une dizaine de jours. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif que t'as pas aujourd'hui réalisé et qui te fait particulièrement envie? Disons que la première ultra que j'ai, que j'ai faite, c'était la diagonale, et c'est vrai que tu le mentionnais au début de ce podcast, et j'ai fait 3 fois deuxième. C'est vrai que j'aurais bien aimé les gagner, mais voilà. Ça reste encore à faire. Je dis pas que c'est impossible, mais voilà, c'est un bon objectif. J'aurais bien aimé être sélectionné pour aller faire une fois la Hard Rock aussi. Voilà, c'est une course qui, même s'il y a pas beaucoup de coureurs, Pour avoir de la chance au tirage. Pour avoir de la chance au tirage, je sais pas non plus comment gérer en fait ces altitudes, parce que c'est vrai que à 4000, c'est compliqué quand même. Voilà. Et puis un petit peu plus récemment, j'ai fait pacer sur la Western Set. Alors je me dis pourquoi pas une fois faire quand même cette Western Set, qui est aussi quand même une course assez mythique aux US, quoi. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une phrase à partager avec nous qui est voilà une devise qui t'est particulièrement chère et qui illustre ta philosophie de vie, voilà, qui est en tout cas alignée avec tes valeurs? Est-ce qu'il y a une phrase qui incarne un peu ton mode de pensée? Donc je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, c'est une course, elle est jamais perdue ou gagnée avant d'avoir franchi la ligne, et je pense que ça peut aussi s'adapter à la vie de tous les jours en fait, quel que soit l'objectif qu'on se fixe, quoi. Donc voilà, je pense que voilà, c'est un petit peu la phrase fétiche, et puis pas mal de personnes en fait qui me répètent ça au vu du scénario de cette course en 2016, quoi. Merci beaucoup Ludovic, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique, riche de rebondissements avec le Mont Blanc en toile de fond. Bravo encore à toi pour cette performance remarquable et cette incroyable remontada à presque en faire pâlir de jalousie le Barcelone de Messi et Neymar face au PSG en 2017. On est au moins à ce niveau-là de remontada, je pense. En tout cas, sois sûr que on va te suivre dans les prochains jours sur l'UTMB. Voilà, on te souhaite en tout cas avant tout d'avoir du plaisir et puis de rallier l'arrivée. Et puis si ça peut être une très belle place, tant mieux. En tout cas, voilà, on sera à tes côtés pour te suivre. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite globalement beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures. Merci à toi, merci de m'avoir remémoré une nouvelle fois le scénario de cette course, et puis à une prochaine. Alors. À très bientôt, salut Ludovic. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.